Bienvenue sur Eventbrod. Un mois après le début de l'offensive américano-israélienne en Iran, on fait le point avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, en Gambie et au Cap-Vert, Monsieur Hassan Asghari. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci de nous accorder cet entretien. Un mois après le début de l'offensive israélo-américaine du 28 février, quel est votre sentiment personnel en voyant l'Iran presque bombardé quotidiennement depuis le 28? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, je remercie les chers téléspectateurs, je remercie aussi le peuple sénégalais, je remercie tout le monde. Mon ressenti est un mélange profond de tristesse face à l'attaque militaire illégale et criminelle des États-Unis et du régime sioniste contre la République islamique d'Iran, qui a entraîné le martyre de nombreux innocents, y compris des femmes, des enfants, des civils et même des militaires, en tête d'entre eux le martyr guide suprême de la République islamique d'Iran. Il s'y ajoute la destruction des infrastructures économiques, des logements, des habitats ainsi que des sites historiques et culturels. D'autre côté, je suis témoin de la détermination de la résistance et de la présence courageuse du peuple iranien, ainsi que de la défense et de la riposte héroïque de notre armée, des gardiens de la révolution et de nos combattants pour préserver la souveraineté nationale, l'intégrité nationale et le peuple de mon pays, de ce dont je suis fier. Dans telles conditions, le peuple iranien a maintenu son unité en s'appuyant sur ses capacités internes et le soutien populaire, résiste aux pressions et à l'injustice des puissances arrogantes. Nous ressentons aussi une grande fierté d'avoir réussi à résister face à deux régimes lourdement armés, les États-Unis et le régime sioniste, et d'avoir brisé leur prétendue puissance. Sans aucun doute, le fait d'être éloigné de ma patrie, de ma nation, de mon pays, de ma famille, de mes compatriotes dans des situations aussi sensibles et émotionnellement très difficiles. Et je suis inquiet pour mon pays et pour mon peuple. Excellence, au-delà des infrastructures, votre pays a été frappé au cœur avec la disparition de l'Ayatollah Khamenei. On voit ici d'ailleurs la photo, paix à son âme. Comment la République islamique parvient-elle à maintenir sa stabilité institutionnelle et la transition avec Mojtaba Khamenei, qu'on n'a pas encore vu en public? Comment va-t-il d'ailleurs? Vous savez, le martyr du guide suprême de la République islamique d'Iran, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a été une grande perte. Toutefois, le système de la République islamique d'Iran repose sur des institutions juridiques et des mécanismes bien définis. Vous avez constaté que malgré la guerre et les bombardements après 6 jours, même l'Assemblée des experts a poursuivi les procédures légales pour assurer la continuité de la direction dans le cadre de la Constitution. Le nouveau guide Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei a été élu à une large majorité des représentants et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la stabilité institutionnelle du pays est maintenue. Le fait de prendre pour cible les hauts responsables d'un pays, en particulier le plus haute autorité politique et religieuse, constitue un acte illégal, une violation flagrante
l'atteinte des droits internationaux et des principes fondamentaux de l'ordre mondial, ainsi qu'une menace pour la stabilité de la sécurité régionale et internationale. Les chefs d'État sont l'incarnation de la souveraineté de leur peuple et bénéficient d'une immunité en vertu du droit international. Par conséquent, l'agression du régime sioniste et du régime américain contre l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran et l'assassinat de la plus haute autorité officielle de la République islamique d'Iran constitue une violation manifeste de tous les principes du droit international. L'histoire a montré que le peuple iranien devient plus uni face aux pressions et aux menaces. Plus important encore, la structure du gouvernement en Iran ne repose pas sur une seule personne, mais sur diverses institutions et sur le soutien populaire. Elle ne s'effondrera pas et ne se désorganise pas par l'élimination d'individus ou des actions illégales. Vous savez, pour ce qui concerne l'élection du nouveau guide Ayatollah Mojtaba Khamenei, l'Iran est organisé de telle sorte qu'on a aussi une assemblée des experts. Cette assemblée regroupe plus de 88 membres. Le jour où cette assemblée s'est réunie dans leur siège, les États-Unis et les sionistes ont même bombardé le siège. Mais vu de la concertation et de ces élections transparentes que Seyyed Mojtaba Khamenei a été élu en tant que successeur de son père défunt. On parle de centaines de morts civiles et de sites stratégiques détruits, comme vos dépôts pétroliers. Quelle est la situation humanitaire réelle à Téhéran et dans les grandes provinces aujourd'hui? Chers téléspectateurs, par conséquent, l'affirmation de ces deux régimes selon laquelle ils ne viseraient que des institutions militaires est totalement mensongère. Le ciblage d'une école, par exemple, à Minab, ayant entraîné la mort de 185 élèves, ainsi que l'attaque de la frégate Dina dans l'océan Indien, ayant causé la mort de plus de 80 personnes et la disparition de 20 autres sont des exemples. Donc, selon les dernières statistiques que nous avons, 85 176 centres civils ont été attaqués et endommagés, dont 65 000 habitations, et nous avons aussi plus de 20 000 unités commerciales qui ont été bombardées. Donc, revenons un peu plus large pour ce qui concerne particulièrement la province de Téhéran a été la principale cible de bombardement ennemi et a subi les dégâts les plus importants. Au total, 282 centres de santé, 10 hôpitaux, 120 ambulances et des véhicules de sapeurs-pompiers, ainsi que 600 écoles et des centaines d'autres établissements éducatifs ont été touchés. Plus important encore, 120 sites historiques et patrimoine culturel dont beaucoup étaient inscrits au patrimoine national et à l'UNESCO ont été endommagés. Les pertes humaines et les destructions d'infrastructures sont donc considérables. Toutefois, le gouvernement, en mobilisant les ressources nationales, s'efforce d'assurer la continuité des services essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l'énergie et des secours. La situation humaine reste sous contrôle, bien qu'elle nécessite une attention et une responsabilité accrue de la part de la communauté internationale. Excellence, des drones iraniens s'abattent désormais sur les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le Koweït également a été touché. Pourquoi cette extension géographique considérez-vous ces pays voisins comme des belligérants à part entière?
Nous avons 15 pays limitrophes de la République islamique d'Iran. Vous savez, la politique de principe de la République islamique d'Iran a toujours été fondée sur le bon voisinage, le respect mutuel et la préservation de la stabilité régionale. L'Iran a clairement déclaré et averti qu'il n'avait aucune hostilité envers les pays voisins et frères. Cependant, si les États-Unis utilisent leurs bases militaires situées dans les pays voisins et les pays du Golfe contre le peuple iranien, l'Iran prendra inévitablement pour cible ces bases militaires américaines, les infrastructures américaines ainsi que les intérêts américains afin de se défendre de défendre sa nation. Les actions de l'Iran s'inscrivent dans le cadre du droit inhérent de la légitime défense et en réponse à des mesures précises ainsi qu'aux attaques américaines menées depuis ces bases. Ces actions ne visent pas le peuple de la région, mais plutôt les sources de menaces qu'elles visent. Nous estimons que l'opinion publique régionale, en comprenant la réalité, est capable de faire la distinction entre la légitime défense et les actes d'agression. Ce sont les États-Unis qui ont créé cette situation et non l'Iran. Aujourd'hui, les populations des pays de la région s'interrogent. Les bases militaires américaines avaient été établies pour défendre les peuples de la région des pays du Golfe, mais elles sont désormais utilisées uniquement pour défendre Israël. Donc voilà la question que se pose la population de ces pays du Golfe. Il convient aussi de noter que nombre de ces attaques survenues dans ces pays, y compris par exemple en Azerbaïdjan, en Oman et à Chypre, ont été menées par le régime sioniste dans le but d'impliquer et de dire que c'est la République islamique d'Iran qui est derrière ça, mais aussi pour inciter les autres pays à s'attaquer à la République islamique d'Iran. Même vous êtes témoin hier que certaines infrastructures et installations de dessalement du Koweït ont été même attaquées par le régime sioniste pour dire que c'est la République islamique d'Iran qui est derrière tout ça. Donc l'Iran reste pleinement attaché à une politique de bon voisinage avec les pays de la région. Toutefois, il attend de ces derniers qu'ils s'abstiennent de mettre leur territoire et leurs moyens à la disposition des Américains qui sont les agresseurs et le régime sioniste. Un tel comportement est considéré en droit international comme une participation et une assistance à un acte d'agression. Les États-Unis exploitent actuellement le territoire et les ressources de ces pays de la région pour étendre le conflit à l'ensemble de la région. Donc, les actions défensives de la République islamique d'Iran contre les États-Unis et ces attaques contre leurs bases ne doivent en aucun cas être interprétées comme les attaques contre les pays de la région. Ainsi, la République islamique d'Iran ne cherche pas à élargir le conflit. Notre position de principe est la prévention de la crise, mais aussi de prévenir ce qu'on appelle l'extension de la crise. La circulation maritime mondiale est asphyxiée par les tensions au niveau du détroit d'Ormuz. On sent même quelques frictions au niveau de Bab el-Mandeb, faisant bondir le prix du baril de pétrole, en tout cas ce qui se passe au niveau du détroit. Le blocage de cette artère, vous le savez, est vital. Est-ce que c'est une arme de pression pour la République islamique? Est-ce que vous l'assumez d'avoir bloqué le détroit?
Pour ce qui concerne le détroit d'Ormuz, est l'une des voies de communication les plus importantes au monde, est une artère vitale pour l'économie mondiale avec à peu près 20% du transport mondial. Donc, il revêt une importance stratégique et géoéconomique particulière, notamment en ce qui concerne le transport de l'énergie et le transit des marchandises. L'Iran n'a en aucun cas fermé ce détroit. Du point de vue technique, il est actuellement ouvert. Toutefois, les pétroliers et les navires sont confrontés à une insécurité ainsi qu'à des perturbations du système de GPS, ce qui les empêche de naviguer normalement. Cette situation a été créée par les États-Unis et Israël. Donc la sécurité du détroit et la sûreté des navires pétroliers sont pour nous d'une importance capitale car tout incident pourrait entraîner de graves conséquences, surtout sur le côté environnemental, mais aussi pour les pays de la région. Ainsi, ce détroit est fermé aux pays hostiles et à leur soutien, mais il reste toujours ouvert aux pays qui peuvent y transiter en coordination avec la République islamique d'Iran. Donc, vous avez vu même son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, dans cette même logique qui concerne le détroit d'Ormuz, on peut même ajouter le point de vue de son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a d'ailleurs fait des analyses très pertinentes sur la situation avec lucidité qui concerne même ce détroit. Donc, il est évident que l'instabilité dans ce passage stratégique entraîne des conséquences vraiment économiques majeures et accentue la pression sur les économies nationales et mondiales. Et il est donc nécessaire que tous les acteurs internationaux, en tenant compte des répercussions au-delà du champ militaire, reviennent aux principes du droit international, du multilatéralisme et du règlement pacifique des différends afin d'éviter l'aggravation de la crise et son impact sur la sécurité et l'économie mondiale. Par conséquent, la perturbation liée au conflit peuvent avoir des conséquences économiques considérables dont la responsabilité incombe aux initiateurs de cette tension, de ce conflit qui est les États-Unis et le régime sioniste. Excellence, j'aimerais qu'on parle maintenant du programme nucléaire iranien. Selon Washington, l'Iran était à 2 semaines d'obtenir l'arme nucléaire avant l'offensive. Israël justifie ces frappes par une menace existentielle. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre programme nucléaire n'a pour but que l'anéantissement d'Israël? Que répondez-vous à ça? C'est une bonne question que vous venez de poser sur ce qui concerne l'énergie nucléaire de la République islamique d'Iran. La première réponse est que le programme nucléaire iranien a une nature entièrement pacifique et cela a été officiellement déclaré à de nombreuses reprises. Les allégations avancées relèvent davantage de pression politique et médiatique de ces Occidentaux. Donc la République islamique d'Iran a clairement et à maintes reprises affirmé qu'il n'a jamais cherché et ne cherchera pas aussi à acquérir ni de produire ou d'utiliser ce qu'on appelle des armes nucléaires. Ces accusations ne sont que des prétextes. Donc la deuxième réponse en est que plusieurs éléments le démontrent. Nous avons d'abord l'Iran est membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique
fait partie aussi du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc ça peut garantir la République islamique d'Iran. Donc tous les membres de ces deux cadres ont le droit d'utiliser de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, donc la production, entre parenthèses, de l'énergie, la recherche médicale, la recherche scientifique sur le domaine de l'agriculture. Donc, avant la guerre, 120 experts, inspecteurs de l'Organisation de l'énergie atomique contrôlaient les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Mais en même temps aussi, nous avons des caméras de surveillance qui assuraient une surveillance continue de 24 heures sur 24 heures. Par ailleurs, l'Organisation de l'énergie atomique ainsi que 16 agences de sécurité et de renseignement américains ont, à travers ces rapports, affirmé que la République islamique d'Iran n'avait dévié en aucune manière de son programme nucléaire. L'autre volet le plus intéressant de tout ça, c'est le point de vue du guide suprême de la République islamique d'Iran, par une fatwa interdisant la production, l'utilisation de toute arme de destruction massive, y compris les armes nucléaires. En revanche, l'Iran souligne que le double standard dans le régime de non-prolifération, notamment concernant l'arsenal nucléaire du régime sioniste, sapant la confiance et la sécurité collective. Chers téléspectateurs, comment se fait-il que ce régime dispose de 200 à 400 ovides nucléaires sans être membre du traité de non-prolifération ni de membres de l'Organisation internationale de l'énergie atomique, sans faire l'objet de pression ni de reddition des comptes, alors que la République islamique d'Iran est soumise à des pressions constantes. Un autre point important est que le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré à plusieurs reprises, mais surtout lors de l'attaque du juin 2025, il a aussi répété à plusieurs reprises que les installations nucléaires iraniennes avaient été bombardées, détruites et anéanties. Si tel est le cas, pourquoi alors lancer une nouvelle attaque du 28 février sous les mêmes prétextes et continuer à évoquer le programme nucléaire? Donc, du point de vue de l'Iran, la sécurité durable dans la région ne peut être assurée par des armes nucléaires, mais par le dialogue, la transparence, le respect mutuel et la création d'une région exempte d'armes de destruction massive. En un mot, tout ce qui derrière tout ça, on sait que le président des États-Unis voulait prendre ou bien voulait faire même mise sur ce qu'on appelle les ressources naturelles de la République islamique d'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un mot sur la résilience du peuple iranien? En tout cas, on a vu que depuis le début de la guerre, donc ça fait maintenant un mois que vous êtes littéralement bombardés, mais l'Iran résiste et les missiles partent encore, les drones partent encore. L'Iran aussi avait préparé cette guerre depuis longtemps, Excellence? Vous savez, le régime sioniste et les États-Unis d'Amérique ont sous-estimé la République islamique d'Iran et ils ont commis des erreurs très graves. Et c'était les mêmes erreurs qu'ils avaient commises lors de la guerre de 12 jours. Ils avaient sous-estimé la République islamique d'Iran. Et durant ces 12 jours, à la fin, c'est eux-mêmes qui ont demandé un cessez-le-feu. La République islamique d'Iran a plus de 47 ans d'expérience qui sont considérés comme des sanctions économiques illégales des Occidentaux et des États-Unis. Ces problèmes fondamentaux que les
les manifestations que vous voyez à l'intérieur de la République islamique d'Iran sont dues tout simplement aux sanctions économiques, aux embargos que les pays occidentaux ont infligés à la République islamique d'Iran pour exciter le peuple à révolter, à se soulever contre le régime. Et malgré les médias occidentaux à l'encontre de iranophobie. Donc, la République islamique d'Iran est un pays libre et démocratique. Autre volet qu'ils ont commis comme des erreurs, ils croyaient que si ils vont martyriser le guide suprême de la République islamique d'Iran, donc le problème sera terminé et la population va se soulever contre le gouvernement et contre le régime. L'autre erreur qu'ils ont commis, qu'ils ne savaient pas, ils ont agressé la République islamique d'Iran au mois béni, qui est un mois de prière, un mois sacré, c'est le mois de Ramadan. En tant que musulman, tout le monde savait quel est l'intérêt et quels sont les points positifs qui concernent les utilités qui sont dans ce mois béni, le mois de Ramadan. Et malgré tout ça, avec les bombardements, quand vous voyez les médias, quand vous allez à Téhéran, vous voyez chaque nuit la population dans les rues, dans les lieux publics, pour soutenir, pour dire gloire aux gardiens de la mais aux forces armées, et pour soutenir aussi le gouvernement. Au sens contraire, chaque nuit, vous voyez les Israéliens en train de se cacher au niveau des abris. Donc ça, c'est une différence entre le peuple iranien, le peuple résilient, et le peuple qui a tout le temps en train de se mettre dans les abris. En dehors du cadre national, nous avons un cadre qui dépasse même l'Iran. Aux États-Unis, le samedi passé et le dimanche, vous avez vu les manifestations monstres qui montrent qu'ils sont contre la guerre, ils voulaient la paix, mais ils sont contre ce qu'on appelle la politique agressive des États-Unis et du régime sioniste un peu partout dans le monde. Et ils ne s'attendaient aussi pas à la réponse musculée et décisive de la République islamique d'Iran du côté militaire. Comment voyez-vous l'issue de cette crise maintenant? Est-ce que la solution passera-t-elle nécessairement par la table de négociation? Des pays comme le Pakistan, par exemple, se proposent. Est-ce que vous allez négocier pour mettre fin à cette crise? Vous savez, pour ce qui concerne la solution, nous avions entamé à 2 reprises au mois de juin, au mois de janvier, pour parler des diplomatiques, des dialogues, mais à chaque fois qu'on a eu cette expérience que nous discutions avec les États-Unis d'Amérique, ils viennent agresser la République islamique d'Iran. Au mois de février, nous avons même entrepris des discussions à 3 reprises à travers l'Oman, le ministre des Affaires étrangères, à 3 reprises. Et nous sommes même arrivés à une issue positive, presque. Ce qui restait, c'est de signer des accords. Mais derrière ça, au lendemain de ça, donc les États-Unis ont agressé la République islamique d'Iran. Si vous étiez à ma place, donc vous serez confiant toujours des États-Unis d'Amérique au moment où vous discutez et ils viennent vous attaquer. Donc nous, la population, nous demande comment vous allez discuter, faire des pourparlers diplomatiquement avec les États-Unis au moment où ces pays, le régime sioniste bombarde notre pays, nous agresse. Donc le mois de juin a marqué le monde entier. Jusqu'à présent, l'Iran, parmi les 2 siècles, n'a jamais attaqué ou agressé un pays souverain. Donc, nous avons toujours considéré que la solution durable et le règlement des différends passe uniquement par le dialogue et des solutions politiques. Actuellement, certains pays comme Oman, le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite ont entamé des consultations en vue de résoudre la crise, mais il reste à voir quelles seront les conclusions. Alors, vous avez déclaré que le Sénégal peut jouer un rôle important de médiateur. Dans le cadre de la diplomatie de souveraineté prônée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, quelle étape concrète attendez-vous de Dakar pour favoriser une désescalade?
Une très bonne question. Vous savez, tout pays indépendant opposé à la guerre peut contribuer à la réduction des tensions et à l'arrêt du conflit. Et cela est assurément précieux. Donc, ce qui concerne le Sénégal, vous savez, le Sénégal est un pays stable et indépendant. Ce qui est le cas particulier du Sénégal, il a déjà joué des rôles significatifs en tant que médiateur dans certains pays qui sont en crise, tant au niveau régional et au niveau continental. On peut prendre même l'exemple de la Guinée-Bissau et en même temps aussi au niveau de la CEDEAO, nous savons que le président de la République, celui qui le représente à l'état actuel comme la présidence de la CEDEAO. Au niveau de l'Afrique aussi, comme dans les pays en conflit en Afrique, le Sénégal a envoyé des troupes de médiation. Donc, son Excellence Moussé Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, grâce à leur approche indépendante favorisée par le dialogue, contribuent à la d'escalade, mais aussi à établir des passerelles entre les parties. Donc, la présence aussi du ministre des Affaires étrangères ici pour présenter les condoléances du peuple sénégalais. Donc, ça prouve que le Sénégal peut jouer un rôle fondamental dans ce conflit. Oui, le peuple sénégalais a eu beaucoup de compassion pour la République islamique d'Iran. Quel message l'ambassadeur que vous êtes souhaite-t-il adresser à ce peuple qui suit de près ce conflit depuis le début, le 28 février dernier? Nous exprimons notre sincère gratitude au noble peuple sénégalais, au gouvernement pour leur solidarité, leur compassion et leur soutien envers le peuple iranien. Vraiment, nous exprimons notre sincère gratitude au peuple sénégalais. Nous avions, depuis le début du conflit, avoir eu un registre de condoléances ici, offert un registre de condoléances ici à l'ambassade. Mais croyez-moi, tous les jours, on a une équipe qui venait se présenter leurs condoléances et tous les jours, que ce soit du côté des hommes religieux, de la société civile, les autorités, ils viennent, les artistes, ils viennent vraiment, la jeunesse, les étudiants, ils viennent présenter leurs condoléances ici à l'ambassade. Donc, ce soutien témoigne des liens humains profonds et des valeurs communes entre nos deux peuples. La position du Sénégal vraiment était claire du peuple sénégalais. C'est pourquoi le vendredi 27 mars 2026, nous avons été témoins d'un grand rassemblement anti-guerre et de soutien à l'Iran, à Dakar. Cela illustrant clairement la position du Sénégal et de son peuple face à ce conflit illégal. Et dans ce même siège, nous avons vu les khalifes généraux de tous les tariqas qui se trouvent ici au Sénégal. Ils ont même fait des prières, que ce soit à Touba, que ce soit à Yoff, que ce soit à Kaolack, pour être aux côtés du peuple iranien. Excellence Hassan Asghari, merci beaucoup. Merci. Vous représentez la République islamique de l'Iran au Sénégal. Nous vous recevions un mois après le début de l'offensive israélo-américaine en Iran. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs de Even Prod. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.